Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Disputandoum consacré aujourd'hui à la rentrée scolaire post-confinement en Nouvelle-Aquitaine. Depuis le 11 mai, des enfants ont repris le chemin de l'école, alors avec évidemment un protocole sanitaire très contraignant, un vrai casse-tête pour les parents et les enseignants. Alors comment les profs et les enfants s'adaptent-ils? L'année scolaire est-elle perdue? Les inégalités sociales se sont-elles creusées? Y aura-t-il des conséquences psychologiques aussi pour les enfants qui sont retournés à l'école, mais aussi pour les enfants qui retourneront en cours seulement en septembre. Alors pour en parler, je suis ravie d'accueillir mes trois invités, chacun chez soi, pour une émission 100% féminine. Bonjour Aude Soria, vous êtes directrice de l'école élémentaire du Viginal à Limoges. Vous êtes aussi coordinatrice du réseau REP Plus Ronsard à Limoges aussi. Merci d'être parmi nous. Bonsoir Merci. à Stéphanie Enfray. Vous êtes vous présidente de la FCPE, de la Gironde de la FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci d'être parmi nous. Et Marie-Michel Bourra, bonsoir. Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comment s'est passée cette reprise? Déjà, premier point, en avril, le conseil scientifique recommandait de ne pas rouvrir les écoles avant l'été. Finalement, le gouvernement a pris la décision de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai. Aude Soria, comment est-ce que déjà vous aviez reçu cette nouvelle de cette réouverture le 11 mai? La réouverture du 11 mai nous inquiétait un petit peu puisque les élèves devaient reprendre dès le 12 et nous étions déconfinés avec l'ensemble des travailleurs français le 11. Donc, on avait la perspective de devoir organiser extrêmement rapidement les choses pour pouvoir rendre l'école conforme au protocole sanitaire national. Et conforme aussi au protocole sanitaire mis en place par la ville de Lyon. Donc c'était un petit peu anxiogène. Il a fallu s'organiser en visioconférence en amont de ça. Est-ce que c'était une date prématurée selon vous ou pas forcément? Non, je pense que c'était le bon moment. On était une semaine après la reprise des classes d'après le calendrier scolaire ordinaire. Donc, on a eu le temps de réfléchir. C'est sur le terrain, dans l'école, que ça faisait court pour s'organiser. Mais pour les enfants, il était temps de reprendre, je pense. Alors vous allez nous raconter comment ça se passe, comment ça s'est passé depuis le 12 mai, comment le protocole est mis en place et comment les enfants réagissent aussi au protocole. Je voudrais aussi avoir l'avis quand même de Stéphanie. C'est vrai qu'au début, il y avait pas mal de scepticisme de la part des fédérations de parents d'élèves. Finalement, est-ce que ça s'est quand même bien passé cette rentrée, ce retour progressif à l'école selon vous? Ça s'est globalement bien passé. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure, hein. Il y a des inégalités territoriales qui sont importantes et qui se dessinent. Mais c'est vrai qu'on estimait que cette reprise était précipitée. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'annonce et ensuite l'arrivée des protocoles, il s'est déroulé quand même un certain nombre de temps. Et on était, je dirais, nous en tant que fédération, mais aussi les équipes enseignantes, hein, dans l'attente, et je dirais aussi les collectivités territoriales, dans l'attente de ces fameux protocoles. Et on le voit bien, ça a été, tout cela s'est fait quand même assez à marche forcée. Marie-Michel Bourra, le ministre de l'Éducation, a affirmé qu'il y a plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école. Vous êtes aussi sur cette ligne. Est-ce que la reprise le plus tôt possible était une bonne chose selon vous? Ah oui, c'était même indispensable. Le temps d'absence a été trop long. Aude, c'est vrai qu'il y a les données scientifiques aussi qui sont importantes, qui sont plutôt rassurantes. A priori, les enfants ne sont pas des grands vecteurs pour le Covid-19. Et puis, on est aussi dans une région qui est relativement épargnée par le virus. Est-ce que ça, c'est aussi un facteur rassurant peut-être pour les professeurs? Oui, peut-être rassurant pour les professeurs, rassurant pour les familles aussi, quoique c'est un peu du cas par cas. Concernant les professeurs, ça dépend aussi des équipes. Je peux parler de la mienne, mais mon équipe n'est pas une généralité. Donc, dans notre cas, la totalité de l'équipe, moins une personne qui est sensible, a pu reprendre, mais je pense que c'est pas le cas partout, effectivement, et qu'en fonction du contexte, les craintes peuvent différer. Voilà.
Du côté des parents, Stéphanie, il y avait des craintes. Alors, des craintes peut-être surtout que les enfants peut-être vivent mal le protocole mis en place dans les écoles plus que la peur de la contamination. Voilà, effectivement, il y a les inquiétudes légitimes hein, en tant que parents pour nos enfants, les inquiétudes vis-à-vis de l'entourage, mais effectivement se rajoute la lourdeur du protocole. C'est-à-dire que, alors, on a aujourd'hui ce retour, en classe ça se passe bien, parce qu'en plus on est dans des petits effectifs. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est les temps de récréation, ces temps-là où il faut maintenir, et notamment pour les plus jeunes, hein, où il faut maintenir une distance physique. Et puis à cela se rajoute aussi la complexité et là je parle du second degré, du port de masque, parce que même si le protocole a été allégé, dans la plupart des collèges, y compris pendant le temps scolaire, le temps de classe, le masque est maintenu. Et le Donc c'est masque quand même est obligatoire, notamment pour les sixièmes et les cinquièmes. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce reportage qui a été réalisé dans un collège de Bayonne le 18 mai, le jour de la rentrée. Reportage d'Emmanuel Clerc et Christian Etchegaray. Regardez. Une reprise, pas une rentrée. Pour ces élèves de 6e et 5e du collège Marac à Bayonne, ici, 3 parents sur 4 ont choisi de renvoyer leurs enfants en classe. Disons qu'il est en 6e, c'est un peu une année charnière, donc oui, c'est pour moi très important. Les élèves suivent un cheminement très précis qui commence obligatoirement par un lavage de mains surveillé. Ce sera pareil avant chaque retour en classe. Des plots marquent les distances de sécurité. Ça fait bizarre, en plus avec toutes les mesures de sécurité, il y a les masques, on ne peut pas se parler à moins d'1 mètre, c'est pas du tout comme avant. Les classes ont été divisées en 2 groupes. L'un est au collège, l'autre travaille à la maison et l'inverse le lendemain. Cette combinaison de travail personnel et de classe à effectifs réduits va permettre de rattraper les programmes selon le principal du collège. Les professeurs, dès ce matin, ont commencé à revoir tout ce qui s'était passé pour voir où en étaient les élèves et pouvoir appliquer. Bien évidemment, tout ça va être très individualisé. Voilà pourquoi cette reprise en petits groupes à effectifs réduits va nous permettre aussi d'appliquer correctement cette pédagogie le mieux possible. Si les conditions sanitaires le permettent, les 4e et 3e feront leur retour le 2 juin prochain. Alors, on reparlera dans quelques instants de cette rentrée possible de juin, notamment pour le lycée et pour les 4e, 3e. La rentrée s'est finalement faite au compte-gouttes, selon les niveaux, selon les écoles aussi, selon les territoires. Alors, il y a des situations très, très disparates, hein, effectivement, entre la ligne directrice très théorique du gouvernement et puis les capacités d'accueil réelles mises en place par les écoles. Aude Soria, dans votre école, comment est-ce que cela s'est passé? Combien d'enfants ont repris dans votre école? Combien de professeurs aussi? Est-ce que vous êtes au maximum de vos capacités d'accueil? Alors, on n'est pas encore au maximum de nos capacités d'accueil, mais on va y arriver rapidement parce qu'on a une contrainte particulière qui est liée à nos locaux et aux sanitaires de nos locaux notamment, qui ne peuvent accueillir que 2 enfants à la fois, dans les sanitaires garçons et les sanitaires filles respectivement. Donc, on se rend compte que à partir du moment où on va atteindre 90 enfants à peu près sur les 147 que l'école accueille en temps normal, on va se retrouver avec un temps d'attente aux toilettes qui va être extrêmement long. Pour l'instant, on a 67 enfants dans l'école. On a repris le 12 avec d'abord des CP, des CE1 et des CM2. Et à partir de la semaine suivante, le 18 mai, on a fait entrer également des CM1 et des CE2. Donc 67, c'est le nombre total d'enfants qui ont repris, mais ils ne sont pas tous les jours présents. Il y a des classes qui fonctionnent à mi-temps, des classes qui fonctionnent à temps plein. Voilà. Là, on voit des images, hein, mais qui doivent ressembler à ce que vous vivez chez vous à l'école du Viginal. Là, ce sont des images de l'école de Brive. Est-ce que les enfants s'adaptent bien finalement? Ils s'adaptent bien, oui, effectivement, par rapport aux images que je découvre avec vous. Nous avons la chance, nous, au Viginal, d'avoir une très grande cour de récréation qui est très facile à organiser. On fait la rentrée des élèves en 3 temps, 8h30 les CP, les CE1 à 8h45 et les autres à 9h. Donc on a des récréations échelonnées, hein. Il y a 3 sessions de récré avec à chaque fois des demi-cours occupés qui sont quand même très spacieuses et donc des petits groupes qui évoluent à 10-15 maximum par demi-cours, donc on se marche pas dessus du tout. Il est assez simple en laissant la surveillance active des enseignants d'arriver à garder des distances raisonnables entre les enfants. Évidemment, c'est plus difficile avec des petits de CP.
bien sûr. Ouais, alors on le disait effectivement, les parents notamment craignaient la réaction des enfants de retrouver une école pas comme avant. Marie-Michel Bourra, finalement, on se rend compte quand même que les enfants ont une capacité d'adaptation qui est assez incroyable quand ils sont bien accompagnés par les adultes. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce thème. La première, c'est que les pédiatres viennent de se prononcer en disant qu'il n'y avait pas de risque particulier et que les enfants devaient tous retourner à l'école. Et les pédopsychiatres, la Fédération française des pédopsychiatres a fait de même en parlant d'une urgence psychologique et développementale. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure des résultats des apprentissages, c'est pas tellement pour ça que l'école indispensable à reprendre, c'est pour le développement de l'enfant. Il n'y a pas de possibilité d'individualité à la maison. On vous entend pas très bien, Marie-Michel. On vous entend pas très bien. On va reprendre dans un instant avec vous en espérant que la liaison audio se fasse un tout petit peu mieux. Je voudrais avoir l'avis aussi de Stéphanie en tant que parent d'élèves. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que les parents sont poussés aussi aujourd'hui par les entreprises à retourner au travail. Ça veut dire que de plus en plus de parents finalement qui craignaient un peu de renvoyer les enfants à l'école vont les renvoyer quand même. Mais on a l'impression que tout ça se fait quand même en mode un petit peu débrouille, suivant les écoles, suivant les capacités d'accueil. C'est ça ce à quoi on assiste, le mode débrouille. Tout à fait. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, selon le bâti, les capacités d'accueil vont parfois s'imposer d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles, puisque n'oublions pas que pour les maternelles, c'est 10 élèves par groupe, c'est 15 pour l'élémentaire. Donc, il va y avoir cette limitation-là. Il y a aussi le nombre de personnel, c'est-à-dire que les problèmes de santé ou du compagnon, de la conjointe, parce qu'il peut y avoir aussi un compagnon à risque qui fait que l'enseignant ou l'enseignante ne reprend pas, la question des personnels dans les écoles, tout cela va être une limite à l'accueil. Et parfois, ça peut être 2 jours par semaine, d'autres fois, ça peut être qu'une journée. Et au 2 juin, il y a effectivement la question de la fin du chômage partiel qui va faire que potentiellement, et les communes, on le sent bien, elles sont un peu dans l'attente, quel sera en fait le nombre d'enfants en ce début juin. Et puis, il y a aussi un élément, c'est vrai que l'école, elle joue aussi un rôle social. Elle est là aussi pour créer du lien. Et c'est aussi une réalité. Il y a des enfants, d'abord, qui ont vécu des choses très, très difficiles pendant ce temps du confinement, qui n'ont pas tous eu accès à l'école, la fameuse école à la maison. Et puis, dernier point, qui ont besoin de retrouver, de retrouver du lien, de retrouver leurs camarades, et qui ont aussi besoin de retrouver une motivation. Ça, c'est intéressant. C'est ce que, alors, on va tenter de réécouter Marie-Michel peut-être un peu mieux. C'est ce que vous disiez finalement, Marie-Michel Bourra. C'est l'importance de l'école comme facteur de lien social et pas seulement pédagogique. C'est un facteur de lien social, mais c'est surtout un facteur de développement psychologique. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'apprendre à la fois par rapport à la personne qui lui apprend, mais aussi par rapport au groupe. Le groupe est quelque chose de fondamental dans l'apprentissage. Et en plus, on constate que les enfants qui ont le plus de difficultés, qu'elles soient scolaires ou qu'elles soient psychologiques, sont les enfants qui aiment le moins aller à l'école. Et on risque de se trouver avec une augmentation des troubles logiques qu'on a déjà constatés en pédopsychiatrie suite à l'interruption de la scolarité. Alors je me retourne peut-être vers... J'entendais bien ce que disait tout à l'heure la directrice de l'école du Viginal. Je crois que c'est limité de par les adultes qui peuvent être là, mais nous avons aussi insisté sur l'allègement des protocoles. Les protocoles ont été construits relativement rigides et peut-être un peu excessifs, car l'idée n'est pas d'ordonner les choses, mais d'être sûr que l'on ne prend aucun risque. Or, la vie sans risque, ça n'existe pas. Aude Soria, vous seriez pour un allègement du protocole sanitaire aujourd'hui pour pouvoir accueillir plus d'enfants ? Comme le sont les pédiatres, comme le sont Aude, comme le sont les sociétés de psychiatrie. Aude Soria, est-ce que vous seriez pour un allègement de ce protocole pour accueillir plus d'enfants ?
Effectivement, il y a des assouplissements que l'on attend, des assouplissements notamment sur les garderies le matin, qui sont aussi pour les parents des facteurs limitants actuellement. On a des familles qui peuvent pas remettre les enfants parce qu'elles n'ont pas de garderie le matin. Dans la mesure où tout se passe bien pour l'instant, on pourrait, nous, effectivement, envisager un allègement des mesures sanitaires qui sont effectivement drastiques, de manière progressive pour permettre effectivement de pouvoir récupérer tous les enfants parce qu'on n'a toujours pas récupéré et qui nous inquiète et qui risquent d'avoir des soucis dans leur scolarité future, durable. Le confinement a accru la distance finalement entre certaines familles et l'école, Aude. Oui, il y a des familles qu'on a perdues, avec lesquelles on a du mal à maintenir un lien, que ce soit par téléphone, par mail, ou alors avec le relais des centres sociaux. Et c'est pour eux que c'est dramatique parce que là, on est en train de créer un gros fossé. On pensait que la reprise au 12 mai allait profiter à des enfants qui sont en difficulté et qui avaient des problèmes de connexion, mais il y a beaucoup de ces enfants qui n'ont pas repris en fait. Et c'est eux qu'on a besoin là de récupérer pour compenser ces 8 semaines d'enfermement. Alors effectivement, 4% des élèves sont restés injoignables pendant le confinement, selon le ministère de l'Éducation nationale. Dans les quartiers prioritaires, l'enjeu principal de cette rentrée, effectivement, c'était de faire revenir les enfants, les jeunes en décrochage. Exemple tout de suite avec ce reportage au collège Albert Calmette de Limoges, dans le quartier du Val-de-Laurent. C'est un reportage de Camille Chignac et Pascal Coussy. Faire un exercice de géométrie, ce n'est déjà pas simple en temps normal. À la maison, cela a pu être encore plus compliqué. À cause des sœurs et des frères. Parce qu'eux prennent tout le temps l'ordinateur et après c'est difficile de travailler dessus. J'ai eu quelques soucis avec Pronote, mais dans l'ensemble ça allait. C'était quoi les soucis? Des fois quand il y avait des sites, ça me mettait pas les sites. Comment tu as fait sans imprimante? Soit je recopiais, soit vu que c'était de la géométrie, je laissais quoi. Beaucoup d'élèves vivent dans la ZUP de Laurence, un quartier difficile de Limoges. Entre manque d'équipement informatique ou problème de connexion Internet, l'apprentissage a été perturbé pour ces collégiens. Je pense qu'ils ont quand même malgré tout réussi à garder un minimum de liens et ils ont fait ce qu'ils ont pu et au final, pour l'instant on reprend, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore vu ce que ça a pu donner, s'ils ont pris beaucoup de retard, mais moi je leur fais confiance. 52% des effectifs de 6e sont présents ce jour de rentrée, un taux largement au-dessus des 35% de moyenne des établissements de l'académie. Depuis le début de la crise, l'équipe pédagogique passe beaucoup de temps à contacter les familles pour éviter les décrochages. On a laissé personne complètement en dehors de ce que l'on a mis en place depuis le confinement, essentiellement par l'appel des enseignants et des professeurs principaux qui ont fait un gros travail par rapport à ça. Et donc on a une réussite de retour qui est relative. S'ils sont 75 à avoir repris le chemin des salles de cours ce lundi, 600 autres élèves du collège sont encore à la maison et 10% d'entre eux ne suivent pas l'enseignement à distance. Stéphanie Enfray, quel est le profil des décrocheurs, ou je crois que vous préférez les appeler les démotivés, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a effectivement les décrocheurs qui étaient potentiellement ceux qui décrochaient déjà avant le confinement. Il y a aussi tous ceux qui n'ont pas eu accès, ce qui était évoqué dans le reportage, tous ceux qui ont été victimes de la fracture numérique, qui n'avaient pas les conditions optimum pour pouvoir suivre leur scolarité dans de bonnes conditions à la maison. Et puis n'oublions pas que les devoirs creusent les inégalités scolaires en plus. Et puis il y a le dernier volet, c'est que ça a duré. Ça a duré dans le temps, que notamment les 4e, 3e et les lycéens n'ont toujours pas repris. Et il y a tous ceux qu'on ne percevait pas comme étant des élèves à risque, entre guillemets, de décrochage, qui sont en fait aujourd'hui, y compris des bons élèves, qui sont complètement démobilisés et démotivés. Et là se pose bien ce qu'évoquait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire la question d'une scolarité, d'un apprentissage qui se fait dans le collectif.
Vous évoquiez les quatrièmes, troisièmes et le lycée. On devrait savoir demain s'ils vont reprendre. Est-ce que pour vous, ce serait vraiment important qu'ils puissent reprendre avant l'été, Stéphanie? Là, c'est la question du sens pour notamment ceux ce qu'on évoquait, tous ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont éloignés de l'école, parce qu'ils ont besoin de sortir de leurs quatre murs qui potentiellement pour eux ont été source de souffrance, c'est aussi ça. Pour ceux qui aussi ont besoin de retrouver des repas structurés parce que l'école, c'est le retour de la restauration scolaire. Donc oui, pour tous ces élèves-là, c'est nécessaire. Après, se pose aussi dans quelles conditions. Voilà, là aussi. Alors, vous vous battez d'ailleurs, Stéphanie, avec les fédérations des parents d'élèves pour un plan d'envergure, un plan national, notamment pour la rentrée de septembre. Oui, un plan, vraiment, c'est de se poser la question de l'école de demain. On a eu justement une école à la maison, enfin la classe à la maison, on a bien vu les écueils, les fractures. Donc il faut véritablement aujourd'hui que l'éducation nationale, elle prenne en compte ces fractures-là, qu'elle y pallie. Qu'on ait aussi en tête que certes, une situation sanitaire telle qu'on est en train de connaître peut perdurer. Donc, on risque d'avoir encore cette école à la maison, mais il faut qu'elle soit différente. Il va y avoir des assises du numérique. Elle a lieu en septembre. C'est peut-être déjà trop tard, septembre, pour ces assises du numérique. Et puis, il y a la question de la formation des enseignants par rapport à cette question du numérique. Mais dans tous les cas, il faut absolument qu'il y ait des temps physiques, des temps de tête-à-tête pour les apprentissages. Ça, c'est indéniable. Aude, Soria, j'aimerais est-ce qu'il faudrait... Oh oui, alors on va écouter Marie-Michel beaucoup intervenir là. Marie-Michel, allez-y. Oui, j'aimerais intervenir parce que on est en train de toucher du doigt en parlant des décrocheurs ou en parlant des élèves qui vont présenter des phobies scolaires. C'est plus au niveau du collège, les enfants qui prennent l'habitude de ne pas aller au collège pendant 6 mois et dans la population que nous voyons en pédopsychiatrie, en particulier d'enfants qui ont des cas familiales ou des placements familiaux, beaucoup ne reviennent pas à l'école parce que les familles considèrent qu'il y a un risque sanitaire malgré les démentis médicaux. Les enfants sont isolés et sont retrouvés dans une position de décrochage beaucoup plus important. Ça représentera pratiquement 6 mois sans scolarité pour un certain nombre d'enfants parce qu'on ne peut pas considérer que c'est la même chose, la scolarité à la maison et la scolarité dans un établissement. La référence, la référence parentale majeure, on crée aussi un conflit familial. Alors là, excusez-moi, Marie-Michel, la liaison n'est pas très bonne au niveau du son. Aude, Soria, pour vous... Pour vous, Aude, Soria, on n'a pas et puis c'est bientôt la fin de l'émission, ça file. Aude, Soria, un dernier mot pour vous, peut-être quelle serait l'école de demain, en tout cas déjà l'école du mois de septembre. Sur quoi il faut mettre l'accent aujourd'hui, pour demain? Je pense que les conditions actuelles d'accueil des enfants en petits groupes montrent quelque chose, montrent qu'on pourrait organiser l'école un peu différemment, avec plus de petits groupes et plus d'échaudement sur la journée, en raccourcissant la pause méridienne. Il y a pas mal de choses qui pourraient être faites, effectivement. Ce qui nous inquiète pour la rentrée, effectivement, c'est l'hétérogénéité des élèves que l'on va avoir. Alors, on est habitué à traiter l'hétérogénéité à l'école primaire et puis même après. Mais là, on va avoir effectivement des petits de CP notamment, mais pas que, qui auront vécu 6 mois de leur vie d'enfance en scolarisation. Donc, au niveau de leur on va dire de leur comportement socio-affectif dans un groupe, ça va être un petit peu particulier, de leur relation à la famille, au moment où ils doivent quitter la famille au portail pour rentrer dans l'école. Tout ça, c'est des choses qu'on va devoir gérer, pour lesquelles on navigue un peu à vue pour l'instant. On sait qu'il va falloir qu'on pense nos groupes d'élèves pour la rentrée prochaine de manière différente et qu'on pense peut-être notre emploi du temps et l'articulation de notre emploi du temps de manière différente. Avoir plus de monde, peut-être avoir plus de monde pour accueillir les enfants, est-ce que ce serait aussi quelque chose de positif?
Donc plus de moyens. Oui, c'est une possibilité, hein, plus de moyens pour de plus petits effectifs et plus d'adultes présents, plus de dispositifs d'aide aussi. Et ne pas oublier ces outils numériques qu'on a développés un peu sur le tas, mais qui ont certes qui n'ont pas profité de la même manière à tout le monde, mais qui ouvrent aussi des perspectives dans certains cas particuliers et qui pourraient être développés ou qui pourraient être utilisés encore après sous certaines conditions. Stéphanie, pour conclure, vraiment, vous avez 20 secondes. Est-ce que finalement cette période n'a pas été aussi propice pour certains enfants pour apprendre aussi d'autres choses, je ne sais pas, à jardiner, à bricoler, à cuisiner, pour terminer sur une petite note positive? Une note Vous avez 10 positive, secondes. 10 secondes, une note positive effectivement, c'est qu'il y a aussi des familles qui ont réappris à peut-être à être sur des jeux de société, à lire, à faire autre chose aussi peut-être que du scolaire, parce que c'était aussi le rôle de ça des parents. Et puis un autre élément positif de Merci cette beaucoup, crise, on n'a pas le c'est temps, qu'on je suis peut- vraiment désolée, je dois vous couper. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. En mode confiné, c'est jamais facile. Merci aussi à toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.